Bonjour et bienvenue dans cette conversation entre zèbres indépendants. Je suis Marjorie Véron, spécialiste de la transformation personnelle et professionnelle des hauts potentiels. J'accompagne les zèbres qui s'ennuient ou qui s'épuisent dans leur vie à développer un projet qui leur tient à cœur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé pour cette conversation entre zèbres, échanger sur notre expérience de zèbres indépendants. Chloé, déjà merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, oui, alors, merci de m'avoir invitée déjà. Je suis Chloé Romingas, du coup, je suis autrice, illustratrice, plutôt dessinatrice. Ça correspond un peu mieux à ce que je fais. Et entrepreneur. J'ai plusieurs casquettes comme toi. Et je suis à mon compte maintenant depuis 4 ans. Voilà, je Super, travaillais en entreprise avant. d'accord. Donc tu es passé du statut de salarié au statut d'indépendant. Tout à fait. Est-ce que ça s'est fait au moment où tu as découvert tes rayures? Ça s'est fait à ce moment-là, mais c'était pas vraiment lié. C'est un peu un hasard en fait que tous les grands changements aient eu lieu à cette période-là. Mais c'était à ce moment-là. C'était un contexte un peu particulier parce que des soucis de santé qui m'ont fait devenir indépendante parce que je ne pouvais plus continuer à aller à mon travail, à continuer ce rythme en fait qui était quand même très soutenu. Mais voilà, et la découverte de mes rayures m'a peut-être donné confiance dans mes capacités à créer, à développer des projets et à pas juste m'arrêter et être en arrêt maladie en fait. Ça m'a, je pense, poussée à continuer et à changer les choses, changer de schéma pour continuer à travailler différemment en fait. Ok, super. Donc une révélation qui est arrivée à un moment de changement de vie C'est ça. important. Inattendu, mais finalement, je suis très contente. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi cette découverte, un peu le avant, après, avec peut-être une phase de transition aussi? Ça s'est vraiment fait petit à petit parce que alors j'avais jamais entendu parler moi du haut potentiel. Par contre, on parlait d'enfants précoces et ça c'est quelque chose que j'ai entendu toute mon enfance. Donc c'était pas complètement nouveau, c'était pas une complète révélation. C'est juste que j'avais jamais compris ce que ça voulait dire. Je crois qu'on me l'avait jamais expliqué, on m'avait jamais fait passer de test non plus. Et donc en fait voilà, c'est vraiment un long chemin. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'avais entendu, donc qui parfois faisait tilt, parfois non. Et ensuite, c'est vraiment le travail salarié et l'ennui au travail qui m'a fait me poser plus de questions. C'est un employeur d'ailleurs aussi qui m'a encouragée à passer les tests et à me renseigner. Et petit à petit, j'ai compris. Et en fait, tout ce que je savais déjà depuis que j'étais petite, là, j'ai vraiment compris et j'ai vraiment pu l'intégrer en fait. Donc ça n'a pas été une complète révélation, mais il y a eu quand même un moment charnière. Ok. Et du coup, tu en as fait un blog, Ouais, rayures-rayurature.fr, c'est dans, ça. dans lequel tu dessines le haut potentiel, ses différences. Tu veux nous en parler un peu? Oui, en fait, c'est vraiment justement le blog que j'aurais aimé. C'est la façon, j'aurais aimé qu'on m'explique les choses quand j'étais petite et que je connaissais pas la précocité intellectuelle, le haut potentiel, que ça me paraissait être un très gros mot ou pas ça me correspondait pas du tout. Et en fait, j'aurais aimé avoir cette explication un peu ludique. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai tout ce que je viens d'apprendre en plusieurs rendez-vous de psy. Je vais essayer de l'expliquer de façon oui, plus ludique, pédagogique ou plus douce en fait pour que des gens qui ont peur de ce sujet-là et qui ont peur des mots voilà, des mots, des concepts qu'on rattache à ce sujet-là et qu'ils n'aient pas peur de lire ça. Et en fait que petit à petit, ça leur permette de comprendre, de dépasser un peu cette appréhension. Précieux. Ce blog est précieux. Moi, je l'ai découvert, mes rayures, je les ai découvertes il y a 5 ans. Ouais, Et j'ai lu un peu quelques ouvrages sur le sujet, mais je trouvais qu'on s'était abordé de manière très clinique, théorique. Et puis en cherchant un peu sur Internet, je suis tombée sur ton blog.
Et là, j'ai commencé à voir les choses avec des images, avec des Ouais. dessins, avec des petites scénettes de vie aussi qui montrent très concrètement l'application pratique que ça peut avoir. Je me suis retrouvée dans plein d'images. Ça a été assez libérateur aussi pour moi. Ah, mais ça me fait plaisir. Ouais, Il y a non, tout juste 5 ans d'ailleurs, bientôt là, au mois de décembre, je crois. Je l'ai ben, sorti fin 2015. fin 2015, c'est à peu près l'époque où moi j'ai appris tout ça. Donc, je suis probablement arrivée dans Ouais, les premiers billets. Il y en avait déjà quelques-uns, mais du coup, j'ai suivi l'évolution. Et puis, le jour où j'ai vu que tu lançais une campagne Kiss Kiss Bank Bank pour mettre ce blog eh ben, en page, éditer ouais. le livre, ça a été une évidence pour moi de participer à cette campagne. Donc, j'ai été super heureuse de faire partie des premières à avoir ce livre en main. Premier contributeur. Il est superbe. Alors, tu sais que moi, j'ai été avocate dans le droit d'auteur. Ouais, Euh, Travailler avec les créatifs, ça a toujours été mon truc. Aujourd'hui, je travaille avec les zèbres. Pour moi, c'est tout autant des créatifs que les artistes et les auteurs. Du coup, ça m'intéresse un peu, avec ma casquette d'avocate, d'en savoir un peu plus sur ton parcours. Il est auto-édité, ce livre, c'est ça? ouais. Oui, oui, il est auto-édité grâce à tous les contributeurs, dont toi, tu vois, tu as participé à la concrétisation du livre. Ça me tenait vraiment à cœur, en fait, de faire de l'auto-édition. Ouais. C'est un sacré parcours, auto-édition, parce que je précise pour ceux qui nous écoutent, quand on est auteur et qu'on est édité par une maison d'édition, notre travail, c'est d'écrire. Et puis ensuite, on envoie à l'éditeur qui gère tout le reste. C'est un statut juridique particulier. Par contre, quand on est auto-édité, on n'est pas auteur, en fait, on est entrepreneur, on devient son propre éditeur. Et c'est un sacré boulot, le boulot d'éditeur. Je confirme. Tu peux nous raconter un peu les petits, en gros, hein, les Ouais. étapes que tu as traversées et puis s'il y a eu des obstacles, comment tu les as traversés, surmontés? Ça pourrait peut-être en inspirer d'autres. Sur la création du livre, tu veux dire? Parce que Ouais. les obstacles étaient, pour moi, finalement, plus psychologiques et de oser montrer. Ça reste une création personnelle, donc il faut oser la montrer au public. C'est un sujet qui est quand même très tabou encore. Donc, pareil, quand on fait un livre sur le sujet, déjà le blog, il n'y avait pas mon nom au début. Maintenant, il l'est. Mais voilà, il n'y avait pas mon nom, il n'y avait pas ma photo, il n'y avait aucune information, on ne savait pas qui était derrière. Parfois, je mettais mon prénom, mais c'est tout. Et en fait, c'est très difficile. Je pense que c'est vraiment le plus gros obstacle que j'ai eu à traverser. C'est ça, c'est oser parler d'un sujet où les gens savent du coup que ça vous touche personnellement. Et donc, en fait, c'est un peu se mettre à nu devant tout le monde et dire, bah oui, je parle de ça, mais parce que je suis comme ça. Les gens sont pas dupes et c'est difficile. Parfois, j'en parlais encore il y a quelques jours, parfois j'aimerais rencontrer des gens, parler de mon travail sans qu'ils sachent toutes ces caractéristiques-là, en fait. Ça, c'est, ouais, je pense, le plus difficile. Après, l'auto-édition, c'est comme une évidence. Ce qui est difficile avec l'auto-édition, c'est que ça a mauvaise presse. On part souvent du principe qu'on s'auto-édite quand on est refusé des maisons d'édition. Donc, c'est pas vraiment un choix, c'est un deuxième choix. Voilà. Et ça, c'est difficile aussi parce que moi, je mets vraiment toute mon énergie dedans. C'est un travail à temps plein. C'est un vrai travail d'éditeur, en fait. Je me suis pas dit, je vais faire de l'auto-édition pour juste mettre en page mon livre et puis hop, voilà, c'est fini. Non, c'est je m'occupe de toute la diffusion, du contact avec les libraires, de la production aussi, le contact avec l'imprimeur, le service après-vente, le service client. Voilà, c'est vraiment un très gros travail de distribution, de diffusion, de production, de communication aussi. Donc, c'est pas évident. C'est vraiment une entreprise en soi. Ouais. Ouais. Oui, pour moi, c'était pas concevable d'auto-éditer sans faire de l'édition professionnelle, en fait. Mm. Je voulais pas que ce soit une auto-édition justement second choix, donc amateur. Et je voulais vraiment que ce soit très familial, en fait, très authentique, mais très professionnel. C'est réussi. Merci. C'est très intéressant ce que tu dis sur cette phase où on commence à s'intéresser au potentiel parce qu'on s'est senti visé, donc on va creuser.
On commence à récolter plein d'informations et moi j'ai eu cette envie aussi de dire voilà, j'ai envie de partager avec ça, que Ouais. d'autres le sachent et d'y mettre un peu ma touche pour sortir un peu de ces livres très traditionnels. Et c'est un peu comme un coming out, C'est ça, c'est exactement ça. un peu comme un coming out avec aussi cette phase où il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est-à-dire qu'une fois que tu en as parlé, Mm. c'est sorti dans la nature. Et ça change, enfin moi j'ai trouvé que ça changeait un petit peu parfois le regard des gens sur moi. Et c'est vrai qu'il y a des fois où j'aimerais aussi qu'on me regarde sans voir une grosse étiquette ou des rayures partout C'est ça. sur moi. Ouais. Oui, puis c'est quelque chose qui est complètement dépendant d'Internet aussi. C'est-à-dire que c'est un blog, c'est l'auto-édition, ça fonctionne parce qu'il y a Internet, parce que je peux avoir une boutique en ligne et ça fonctionnerait pas par le circuit seulement traditionnel. Donc c'est vrai que je suis aussi dépendante de ça et donc s'afficher sur Internet et savoir que ça reste. Et ça, c'est pas évident. Ouais, c'est en tant qu'entrepreneur, moi qui accompagne des gens qui sont entrepreneurs ou qui veulent le devenir, tu l'as dit, les plus gros obstacles, c'est nos obstacles internes, ce sont nos barrières Ouais, psychologiques. Donc, c'est quand on est zèbre en plus avec des idées qui tournent très très vite dans la tête, on peut faire un scénario catastrophe assez rapidement et puis en faire un autre et encore un autre. c'est ça. Donc, ça Je pense demande. qu'on est. Alors, je sais pas s'il y a de lien avec le fait d'être à haut potentiel, mais je pense que le regard des autres et le jugement que peuvent avoir les autres, et je sais que pour moi, par exemple, c'est très important. Et donc, ça a été difficile de dire, genre, en fait, je quitte un travail salarié, stable, avec une bonne situation, et juste en mentionnant le nom du travail, tout le monde dit, ah, d'accord, d'accord, et voilà. Et ensuite, leur dire, bah, en fait, je vais écrire, dessiner, faire des livres, mais moi-même, et ça va devenir mon métier. Et ça, c'est très, très difficile aussi parce que c'est très instable, très risqué. Et ça fait peur aux gens. Et par ricochet, bah, ça nous fait peur aussi, en fait. Ça peut nous empêcher de sauter le pas parce qu'on a peur de quitter ce chemin tout tracé. Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur de quitter ce chemin tout tracé ou le regard des autres quand tu leur as annoncé que tu allais quitter ce chemin tout tracé? Je sais pas, justement. Euh, je pense le regard des autres, mais aussi en fait, la projection du regard des autres si mon projet ne marche pas. Hmm. Tu vois? Si je me dis, bah voilà, je quitte tout, je lance ce projet-là, et si c'est un échec, euh, comment je vais vivre le regard des autres qui vont me dire, bah, t'as vu, on te l'avait dit. Ouais, c'est difficile. Oui, moi je me rends compte que parfois on avance un peu sans peur en se disant c'est bon, j'ai décidé, j'ai pris ma décision, c'est un acte de courage quand même. Puis on en parle autour et c'est les autres qui nous font flipper en fait, qui nous projettent Ouais, leur propre peur, que du coup on fait un peu nôtre et après on part dans ces scénarios si ça marche pas. c'est ça. Au moins on aura essayé, hein. C'est ça. Après, c'est difficile. C'est que le rapport à l'échec est très difficile chez tous les zèbres, et j'ai beau le savoir, j'ai beau me dire, mais un échec, ça me permet d'avancer et d'aller plus loin. Bon, quand il y a un échec, c'est quand même très difficile à vivre, et du coup, j'appréhende aussi beaucoup. Là, j'ai la chance, en fait, que Rayure et Rature, du coup, est arrivé à un moment où moi, je m'étais déjà lancée en indépendante. J'avais créé une marque de papeterie qui n'a pas du tout marché. Et du coup, c'était un vrai échec entrepreneurial pour moi. Et je le vivais mal, et j'ai eu la chance justement que Rayure et Rature arrive à ce moment-là et me permettent de continuer cette aventure en indépendante avec un projet qui fonctionne, qui plaît. Et en fait, la marque de papeterie plaisait euh, visuellement aux gens, mais personne n'achetait de papeterie, clairement. Donc en fait, commercialement, je ne pouvais pas en vivre. Donc c'était voilà, un échec commercial, mais pas un échec d'intérêt. Et là, j'ai eu la chance d'avoir Rayure et Rature qui est arrivé après et qui était un succès à la fois d'intérêt et commercial, qui m'a permis d'en vivre pour continuer à travailler dessus. Comme quoi, un échec qui t'a permis aussi de faire tes premières armes dans l'entrepreneuriat, de faire des premières erreurs, euh, Ouais, que tu reproduis pas non plus dans la deuxième entreprise. On apprend. Moi, j'aime bien cette citation. Mais d'ailleurs, ça vient de toi. J'ai la petite carte ouais. de mon livre
Ça doit être au tout début du livre, je pense. C'était un Voilà, peu je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est Nelson ça. Mandela par Chloé. Et c'est vraiment un état d'esprit d'entrepreneur Mm. à avoir. Le nombre d'entrepreneurs, je crois que Thomas Edison a fait plus de 1000 tests d'ampoules avant d'arriver à avoir celle qui s'allume aujourd'hui. Donc c'est un état d'esprit vraiment à avoir quand Ce qui on ne veut pas dire que l'échec est facile à vivre et qu'on peut, voilà, c'est normal, je pense, d'être au fond du trou quand on est en échec, mais après, c'est juste qu'on se relève. Ok. T'as des trucs, toi, à nous partager pour se relever? J'en ai par rapport à la critique. Ok. Ça marche pas à tous les coups, hein, mais ce qui m'aide en ce moment par rapport à la critique, parce que forcément, avec l'exposition aussi d'un sujet tabou et sur Internet, sur les réseaux sociaux, forcément, s'exposer à la critique, c'est pas toujours facile à accepter, et surtout quand elles sont pas constructives. Et du coup, mon arme là maintenant, c'est de lire à voix haute les critiques. Et comme ça, je les sors en fait. Et puis, je les mets à distance et je les garde pas à l'intérieur. Et ça me permet de... Voilà, bah, c'est jamais agréable. Pendant 5 minutes, ça m'énerve, ça me rend triste. Et puis après, ça passe. Ok. C'est hyper intéressant ça. Évacuer, laisser sortir, exprimer, en fait, Ouais. pour que ça passe. J'accompagne pas mal les gens à gérer leurs émotions aussi, qui est un des sujets sensibles du zèbre. Et c'est vrai que plus on appuie pour que ça reste à l'intérieur et surtout que ça sorte pas et que ça se voit pas, plus ça prend de l'importance et ça finit peut-être par exploser d'une manière ou d'une autre. Alors que ta façon de faire est très sage, affronter. En fait, il y a quelque chose qui va pas. Ok, ben je le regarde en face, je laisse aller. Je vais pas très bien pendant un petit moment, mais ça va beaucoup mieux après plutôt que d'aller un peu en ça va tout le temps. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est important de dire aux gens quand même que oui, ça nous met à terre, ça nous met en colère, ça nous rend triste, mais c'est juste qu'après, on arrive à faire passer ça en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, bah oui, mais bon, c'est facile à dire, c'est facile. Mais moi, quand je vois une critique, ça me touche quand même, mais moi aussi, ça me touche énormément en fait, vraiment beaucoup. Et voilà, c'est juste que j'essaie de trouver petit à petit des astuces pour que ça me touche moins longtemps, mais ça me touche quand même. On est humain. C'est ça. Humain Heureusement. et particulièrement sensible, sensible à l'intérieur, sensible à ce qui se passe aussi dans l'environnement. J'en reviens à ton livre parce que ça m'intéresse et je pense que ça intéressera pas mal de gens qui peuvent nous écouter parce qu'on s'adresse quand même à une population assez créative, donc des gens qui ont probablement des idées. Tu dis que ton livre, ça a été un choix de l'auto-éditer, donc tu as donc choisi de ne pas te faire éditer par un éditeur. Ouais. Nous expliquer pourquoi? Ce choix, Ouais. je pense qu'il est très simple. C'est que en fait, c'était vraiment mon bébé sur le blog et je voulais pas perdre le contrôle. Et je voulais vraiment la liberté totale de choisir la couverture, de choisir le papier. J'ai touché le papier parce que je voulais que ce soit doux. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément choisir quand on passe par un éditeur. Et c'était vraiment important pour moi de garder le contrôle. En plus, c'est un livre qui est né grâce au lecteur du blog, je veux dire, parce que j'avais pas du tout envisagé moi de le publier en livre quand j'ai commencé le blog. C'était pas du tout un projet que j'avais en tête, et c'est les lecteurs du blog qui m'ont encouragée à le faire en fait, qui m'ont envoyé des messages en me disant ben, j'aime beaucoup lire, mais ça commence à être compliqué sur Internet parce que c'est très très long tes articles quand même. Et donc, est-ce que tu envisages de le faire en papier, de le sortir en livre? Et sans eux, je l'aurais jamais fait. Donc, je me voyais pas le faire avec un éditeur. C'était un peu les trahir en fait. Voilà, je voulais vraiment le faire avec eux. Et en plus, ça me permettait d'avoir la liberté totale sur qu'est-ce que je mettais dedans, quel papier je choisissais, où est-ce que je le distribuais aussi, tout ça. Donc, voilà. Ok, je comprends. Effectivement, travailler avec un éditeur, ça a un gros avantage, c'est qu'une fois qu'on a fini d'écrire, on n'a plus grand-chose à faire à part de temps en temps faire un peu de promo. Quand on est Ouais. auto-édité, une fois qu'on a écrit le livre, le travail commence. Oui, en fait, c'est vraiment deux choses complètement différentes.
j'ai beaucoup, parce que j'ai fait un guide justement aussi, un autre livre après, pour expliquer aux gens toutes les étapes de l'auto-édition, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient comment faire. Et donc on est à la fois au niveau juridique, psychologique aussi. Et il y en a beaucoup qui me demandaient, mais du coup, ça veut dire que l'auto-édition, c'est mieux. Et en fait, non, c'est vraiment, c'est deux choses complètement différentes. Et ce qu'il y a dans l'édition et qu'on n'a pas dans l'auto-édition, c'est le rapport aussi, la relation avec l'éditeur, qui peut vraiment apporter beaucoup de choses quand on construit le livre. Là, ce qu'il y a, c'est que c'est un livre qui était déjà construit, puisqu'il s'est construit avec les lecteurs du blog, en fait. Mais par exemple, si un jour je fais une bande dessinée ou un livre sur un autre sujet et qui n'est pas déjà construit avec une communauté sur Internet, je pense que là, j'aimerais beaucoup le faire avec un éditeur pour avoir cette relation en fait et construire ensemble. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes. Ça apporte quelque chose aussi de travailler avec un éditeur, c'est son Ouais, métier, c'est un professionnel de l'édition, forcément. c'est ça. Et Pour moi, ça dépend des projets et celui-ci, il était vraiment pour l'auto-édition. c'est ça. Ça dépend des projets, de son ambition. Euh, Moi, je dis Du souvent, temps qu'on a aussi. Hein. pardon? Du temps qu'on a à y consacrer aussi. C'est ça, de comment on voit les choses. Quand on est édité par une maison d'édition relativement prestigieuse, on gagne beaucoup en notoriété, parfois un peu plus que quand on est auto-édité. Ouais. Après, il y a aussi un sujet dont il faut avoir conscience, qui est encore un sujet tabou, mais j'aime bien les sujets tabous, c'est l'argent. C'est financier, ouais, complètement. C'est l'argent parce que quand tu travailles tout seul, le côté auto-édité, c'est ton financement, c'est toi qui mets tout, mais par contre, tu récupères Je récupère tout aussi. 100%. Par contre, quand tu travailles avec un éditeur, tu n'as quasiment aucun investissement financier, tu es même parfois payé pour écrire. Ouais. Par contre, tu touches un pourcentage sur les ventes et ce pourcentage, il est relativement faible. Moi, dans mon livre, Le droit d'auteur pour les écrivains, j'ai repris une citation, je ne sais plus d'où elle vient, qui me pardonne, qui disait si un livre était une pizza, les auteurs toucheraient des olives Ouais, c'est ça. pour donner un peu la proportionnalité, alors Ouais. que quand on est auto-édité, toute la pizza est pour nous. Il y a quelques olives qui sont parties dans les frais Ça. d'impression, parce que ce sont les frais les Ouais. plus importants pour Je financer. travaille en tant qu'illustratrice avec des éditeurs. J'ai édité un livre, enfin, j'ai illustré un livre qui est édité. Et par comparaison, je touche 1% des ventes. Après, on m'a payé pour faire les illustrations. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un avaloir. Donc en fait, on verse quelque chose parce que vous allez passer du temps à créer. Vous avez quand même besoin de manger pendant cette période-là. Et ensuite, c'est une avance sur les droits qu'on touche après. Donc les 1% sur les ventes, je ne les toucherai jamais parce que pour que les 1% de vente arrivent au montant de la valeur, c'est quand même compliqué. Mais oui, c'est important aussi quand c'est un sujet comme la rayurature qui est aussi intime, qui prend autant de temps, qui est quand même voilà, très présent et qu'on fait tout seul et que tout est construit. On n'a pas forcément envie aussi de laisser à un éditeur pour récupérer quelques cacahuètes derrière. C'est Ça sûr. joue. Et du coup, là, dans mon choix d'auto-édition, ça me permet aujourd'hui de continuer tout ce travail de sensibilisation que je fais sur le blog. Je continue de publier des articles. Là, j'écris le dernier livre de rayurature. Et ça me permet aussi de sensibiliser sur un autre sujet qui est le handicap invisible, la maladie invisible et chronique. Et en fait, ça, c'est des projets qui sont pas payés comme quand je travaillais sur le blog au début. Je travaillais bénévolement pour écrire tous ces articles, mais ça prend énormément de temps. Là, je passe plusieurs heures par jour aussi à répondre aux gens pour les rassurer, les écouter. Voilà. Je donne pas de conseils parce que je suis pas formée pour, mais les gens ont toujours besoin d'expérience ou juste de raconter leur histoire et de savoir qu'ils sont écoutés et qu'ils sont lus. Et ça, c'est du travail bénévole aussi en fait. Et donc, vivre des ventes d'un livre en auto-édition permet de se libérer du temps pour pouvoir créer des projets qui sont entièrement dédiés à la sensibilisation et qui ne sont pas rémunérés. Donc c'est Super. un équilibre aussi voilà, à trouver. Tu dis que tu ne donnes pas de conseils aux gens qui viennent te voir.
Moi, j'aime bien penser que le haut potentiel, c'est avant tout un haut potentiel électrique, du fait de cette structure cérébrale un petit peu différente. En fait, on a juste plus d'un flux nerveux qui passe plus rapidement, donc un système nerveux ultra sensible, et qu'un des enjeux majeurs pour le zèbre, c'est de savoir réguler son système nerveux. Est-ce que toi, tu as des trucs, des astuces que tu utilises au quotidien pour arriver à maintenir un état relativement stable? Non, honnêtement, j'en ai pas. Moi, vraiment, la seule chose en fait qui m'aide ou que je peux faire, c'est le suivi psychologique que j'ai toujours fait et que je conserve. Et je sais que c'est aussi très tabou, toujours difficile d'en parler parce qu'on estime qu'on a un problème quand on va consulter un psychologue, mais c'est quelque chose que je fais régulièrement, qui m'aide, que je compte continuer à faire. Ok. Le suivi psychique, c'est important Ouais. de pouvoir partager ce qu'on vit, mettre des mots sur nos Mm. expériences, sur nos mots. Et puis, je vois quelque chose qui est très efficace aussi, c'est que le système nerveux, il s'emballe quand il est en général dans des situations où il n'a pas envie d'être. Ouais. Commence à mener un projet qui nous tient à cœur, à être vraiment à sa place, dans sa voix, à parler la plupart du temps avec des gens avec qui on a envie d'échanger, qu'on a envie d'aider, le système nerveux est moins Ouais. sursollicité. C'est ça, ça se régule tout seul en fait, parce que je ressens beaucoup moins le besoin aujourd'hui d'avoir des outils, des techniques pour le réguler, être mieux, parce qu'en fait, je suis bien dans mon travail. Ça correspond, mon rythme quotidien en fait correspond à ce dont j'ai besoin aussi. Et du coup, j'ai beaucoup moins de tension par rapport à ça, donc pas forcément besoin de régler ces soucis-là. Et oui, en fait, tu les as réglés en adaptant ton rythme de vie, ton quotidien, Ouais. que tu es toi. C'est ça. Ce qui est un peu un coup de chance quand même, hein. C'était pas, je veux dire, j'ai jamais planifié, tiens, je vais trouver un métier qui me permettra de faire ça, 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 d'avoir ça dans ma journée, tel rythme. C'est vrai que ça s'est fait petit à petit et il y a un petit peu de chance là-dedans quand même, je pense. Un peu de chance, puis on apprend à se connaître aussi au fur et à mesure du Mm. chemin. Donc, on fait des Oui, petits. on s'adapte aussi. Quand la marque de ma papeterie fonctionnait pas, j'ai travaillé en freelance pour payer mes factures et ça me correspondait pas du tout. Donc, j'avais envisagé ça comme une reconversion possible et en fait, je me suis dit, mais non, ça me va pas en fait d'avoir des deadlines tout le temps, de dessiner les projets des autres, je peux pas faire ça. Ouais, on essaye, on tâtonne. Génial. Si tu avais un conseil ou quelque chose à partager avec un zèbre, un haut potentiel qui voudrait se lancer comme toi dans l'indépendance, l'édition, l'auto-édition, l'illustration, ce serait quoi? Eh ben, allez-y, allez-y, zèbre, pas zèbre, on s'en fout. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment de dire commencer en fait. On peut commencer, ça ne veut pas dire d'arrêter, de quitter son job et de tout plaquer pour lancer ce projet-là. C'est que vraiment, quand quelqu'un a un projet en tête, j'encourage tout le monde à le commencer. Et ça pourra prendre des années ensuite pour le développer. Peut-être que finalement, ce ne sera pas ce projet-là qu'on aura envie de développer. Peut-être qu'il démarrera tout de suite comme une fusée. Enfin, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, vraiment, il faut se lancer. Hmm. Souvent, en plus, alors, il y a des projets qui demandent beaucoup d'investissement financier, mais souvent, des projets comme ça demande juste du temps et on peut libérer quelques heures. Voilà, maintenant, avec Internet, on peut quand même faire beaucoup de choses et diffuser son travail sans que ça nous coûte quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer. Super, super conseil qu'on revient à ce que tu disais tout à l'heure, d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi, que ce soit une émotion un peu lourde à porter ou un beau projet qu'on porte avec le cœur, des choses qu'on a envie de partager. Génial. Merci Chloé d'avoir accepté Merci à toi. cette conversation entre zèbres indépendants. J'espère qu'elle sera utile à ceux qui nous regarderont. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager, une actu ou des choses à venir, un lien pour rester en contact avec toi? Alors, j'ai pas vraiment d'actu, je suis un peu enfermée dans ma grotte à dessiner et écrire mon prochain livre. Je peux pas donner de date non plus, puisque bon, ça fait 6 mois que je le décale et il y a toujours les aléas du quotidien. J'espère quand même en décembre.
avant la fin de l'année. Mais voilà, c'est tout. Je passe mes journées à écrire en ce moment. Superbe, belle occupation, écrire et dessiner. Rayures et Ratures, donc auto-édité, on peut l'acheter où? On peut l'acheter dans toutes les librairies, les bonnes librairies. Alors oui, il faut par contre que les librairies me contactent pour pouvoir ensuite le commander. Okay. Et parce que ça, c'est un autre sujet, mais financièrement, moi, je ne touche rien quand il est acheté en librairie avec les remises libraires. Donc, en fait, j'ai fixé mes conditions, mes propres conditions, avec la remise libraire que je peux effectuer pour que ça soit rentable pour eux et que moi, ça me permette quand même de rémunérer mon travail. Et donc, il faut que les libraires me contactent et acceptent mes conditions de vente. En général, les librairies indépendantes n'ont aucun problème avec ça. Les librairies comme la Fnac, c'est plus compliqué. Et sinon, en fait, en direct sur mon site internet, il y a une boutique. Donc, on peut l'acheter en circuit très court. Rayures et ratures.fr. FR. Super. Donc, le livre de Chloé sur rayoursetratures.fr directement, c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. C'est hyper courageux d'avoir négocié ces conditions aussi, vraiment d'avoir pris en charge, en main toutes ces étapes jusqu'à la dernière étape. Ouais. Bravo. Un super parcours de zèbre indépendant. Merci Chloé. Merci. À très bientôt, j'espère.